Je lui dois pas une loyauté éternelle. Je lui suis reconnaissant de m'avoir mis le pied à l'étrier, mais il y a des choses qu'il a pu faire ou dire sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Ça m'a collé un peu une étiquette de chat noir. Il a fait une émission, ça marche pas, donc c'est à ce moment-là où tu as ton téléphone qui sonne quand même beaucoup moins. Je vois pas pourquoi je devrais avoir honte d'avoir traversé ça. C'est pas une honte, c'est pas grave et ça arrive à plein de gens. Bienvenue Bertrand Chameroy dans notre format 5 dates sur Melty, comment ça va? Mais ça va bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors du coup pour ce petit format 5 dates, le concept c'est très simple. On a relevé 5 dates différentes qui ont marqué ta carrière. Ok. Je t'annonce la date et tu me dis ce que ça t'évoque. Pas sûr de toutes les avoir. Tu te sens prêt? Oui. Allez. Et première date, si je te dis 2009, qu'est-ce que ça peut t'évoquer? 2009, j'étais en stage, je crois. Un peu après. Un peu après. Ah bah, c'est mon premier taf chez Morandini, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Et Donc, oui. tu travaillais dans l'émission du coup Morandini qui était diffusée sur Direct 8. Exactement. À la base, tu faisais, si je ne dis pas de bêtises, les voix off. Oui, les voix off et les fiches. J'écrivais les fiches pour l'émission. Première question toute simple. Comment tu as intégré cette émission? J'avais fait un stage au Grand Journal quand j'avais donc 19 ans. Et après ce stage, on m'avait donné plein de contacts dans le monde des médias parce que je voulais absolument travailler à la télé plus qu'à la radio. Et de tous les CV que j'ai envoyés, Morandini, l'équipe de Morandini m'a répondu et j'ai démarré juste après mon stage. On a commencé direct, dans Direct, le bain ouais. tout de suite. J'avais pas envie de perdre de temps. Et pourquoi la télé en particulier? Parce que je regardais énormément la télé quand j'étais petit. Je regardais Canal tout le temps, nulle part ailleurs. Et quand j'ai compris qu'on pouvait gagner sa vie comme ça, en faisant marrer les gens, ou en s'amusant en tout cas, je me suis dit, je veux faire ça. Et j'en ai pas démordu, et je sais pas ce que je ferais si j'étais pas arrivé. Du coup, pendant 2 ans à peu près, tu faisais les fiches et les voix off, donc un peu de travail de l'ombre. Oui. Et le 8 juillet 2011, c'est ta toute première apparition télévisuelle, du coup, sur le plateau. Comment c'était? C'était bizarre, mais en même temps, j'étais moins stressé qu'aujourd'hui, par exemple. Okay. Mais parce que le plateau, c'était un tout petit plateau et je passais ma vie dessus puisque j'allais distribuer les fiches, etc. Donc j'avais l'impression d'être à la maison, donc j'étais pas très stressé. Oui, puis tu connaissais déjà toute l'équipe avec qui tu bossais. Donc ça allait, non, ça s'était plutôt bien passé. Mais à chaque fois qu'on me remonte l'image, c'est dur. Si j'ai une voix mais catastrophique, un look pas possible, enfin, c'est une première télé, quoi. On a tous démarré comme ça. Voilà. Les archives font toujours un peu mal parfois. Dès le début, du coup, tu t'es démarqué avec ton humour. Est-ce que pour toi, c'était important d'avoir un peu cette marque de fabrique? Le truc, c'est que c'est la seule chose que je sache faire. En fait, j'étais très timide quand j'étais gamin à l'école. Et donc, tu avais les sportifs, tu avais les dragueurs, et puis moi, je savais pas trop où me situer. En plus, j'étais bon élève, donc je n'étais pas intégré à des bandes. Et en fait, en faisant marrer mes potes, je me suis rendu compte que ça permettait de créer des liens. Et puis même pendant mes études de journalisme, j'avais du mal à faire des papiers sérieux. Je mettais toujours une pointe d'ironie ou d'humour. Et donc, je me suis dit que je voulais continuer sur cette voie-là. Et est-ce que du coup, tu nous disais que tu étais timide plutôt quand tu étais jeune? Est-ce qu'en travaillant à la télé, tu trouves que tu es moins timide? Est-ce que ça t'a aidé un peu à... Ça débloque vachement. Ouais. J'étais timide, maintenant je suis réservé, on va dire. Mais oui, mais il y a des trucs que je fais à la télé sur le plateau que je serais incapable de faire ici devant 3 personnes. Okay. Mais c'est ce qui est intéressant dans l'exercice. Est-ce que en télé, donc toi du coup c'est plus un peu l'humour, mais est-ce que de manière générale en télé, il faut toujours que quelqu'un ait un truc un peu différent des autres pour se démarquer? Ou est-ce qu'on peut être un peu dans la vague? On peut l'être, mais c'est toujours plus simple d'avoir son propre univers et déjà pour se démarquer et pour que le public nous identifie et sache que à telle heure c'est Patrick qui va faire son édito très sérieux, puis à 20h50 il y a le Gugus qui vient faire des blagues sur la même actu. Est-ce qu'avec du recul, qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience? C'était une quotidienne, donc ça m'a direct appris le rythme de la quotidienne qui est quand même un truc très chronophage et qui laisse pas trop le droit de faire n'importe quoi. Il faut être hyper organisé, donc ça m'a appris l'organisation. Ça m'a appris aussi à synthétiser parce que on emmagasine plein d'infos puis il faut garder le meilleur. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir tout ce que je ne connaissais pas, tout ce qu'il y a derrière une émission, tous les métiers de l'ombre, que ce soit dans la rédac, en régie. Enfin, c'était hyper formateur. Et est-ce qu'il y a des métiers que tu as un peu découverts, tu t'es dit, ah tiens, pourquoi pas un jour me lancer là-dedans ou... Le métier de rédacteur en chef, c'est passionnant. Après, c'est costaud, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait. Plus tard, dans les différentes émissions que tu as fait, pour venir un peu sur Jean-Marc Morandini, ça t'est arrivé de le tacler un peu. Oui. Et tu as même été critiqué parfois sur certains de tes sketchs parce qu'on disait que tu manquais un peu de gratitude envers lui. Est-ce que parfois, t'en as un peu marre qu'on te ramène toujours
à lui parce que certes c'était ta première expérience, mais depuis. Non, t'as fait non, d'autres choses. qu'on m'en reparle, c'est normal. C'est grâce à cette émission que j'ai démarré et que j'en suis là aujourd'hui. En revanche, et ça c'est ce que je dis à chaque fois quand on me dit «Ah mais tu craches dans la soupe parce qu'il t'a mis le pied, alors qu'il t'a mis le pied à l'étrier», je lui dois pas une loyauté éternelle. Je lui suis reconnaissant de m'avoir mis le pied à l'étrier, mais il y a des choses qu'il a pu faire ou dire sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Oui, ça tu t'en es jamais caché pour le coup. En plus tu disais même dans des interviews que au moment où tu travaillais avec lui, tu n'étais évidemment pas au courant Non, de tout ce qui se passait. non. Donc, oui, comme tu dis, c'est pas que forcément cracher dans la soupe. Non, en fait, juste, c'est un truc, mais c'est pareil pour les expériences que j'ai pu avoir après. J'oublie rien, dans le bon comme dans le mauvais. Voilà. En 2016, dans ton émission OFNI, Oui, tu as fait un sketch où tu parles de quand il est revenu à la télé sur iTélé, Oui. du coup. Est-ce que tu trouves ça normal qu'il soit encore à l'antenne aujourd'hui ou pas? ça va. Parce que déjà, dans ce sketch, tu Oui, te oui. moquais déjà du coup de Il y a son quand même retour, eu une tout grève ça. immense à cette époque-là. Aujourd'hui, encore moins qu'à l'époque d'ITélé. Je suis pas juriste, je suis pas là pour faire la justice à la place de la justice, mais il y a quand même des condamnations, des procès. Mais après, je trouve qu'il a l'air de plutôt bien le vivre, puisqu'il continue à donner des leçons à la terre entière, donc c'est chouette. Tant mieux pour lui. On va avancer un peu dans ta carrière. Deuxième date, celle du 8 octobre 2012. 8 octobre, c'est hyper précis. C'est très précis. 8 octobre 2012. 2012, j'étais encore sur Direct 8. Ah non, c'est la première de TPMP sur D8. Exactement. Comment est-ce que du coup tu as intégré l'émission Touche pas à mon poste? Alors, je regardais beaucoup TPMP quand c'était diffusé sur France 4 le jeudi en deuxième partie de soirée. Et à l'époque, je bossais sur Direct 8 pour Morandini. Et je sais plus, il y a eu 2-3 fois où j'avais passé des extraits de TPMP en faisant des petits montages à propos de leurs invités. Ça avait fait marrer l'équipe, ils avaient rediffusé les extraits. Et quand ils ont su que l'émission allait être transférée sur D8, enfin D8 qui s'est créé à cette occasion-là, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de les rejoindre. Et comme j'adorais l'émission, j'ai dit oui, direct. Non, t'as pas hésité une seule Non, seconde. non, non. Et en plus, l'émission Morandini s'est arrêtée puisque la chaîne fermait. Oui. Et comment s'est passée ton intégration à la bande? Plutôt très bien. Il y avait une espèce d'esprit. Enfin, c'est hyper exaltant d'être à la création d'une chaîne. C'était un peu aussi la création d'une émission parce que ça passait d'hebdo à quotidienne. Donc il y avait plein de nouveaux. Il y avait Camille, Jean-Luc était déjà là, mais Camille Combal est venu en même temps que moi. Et c'était une super période. Est-ce que du coup, quand t'es arrivé dans TPMP, t'as peut-être eu cette pression en moins de dire tu connais déjà un peu le format quotidien, tu sais comment ça travaille, ou alors tu t'es rendu compte que d'une émission à l'autre, ça change complètement? Non, ça changeait complètement parce que l'autre émission, c'était plus court, on était une toute petite équipe, là on avait un plus gros plateau, avec beaucoup plus de public, avec beaucoup plus de séquences, donc c'était le niveau au-dessus en termes de charge de travail et d'organisation. Mais ça aussi, c'était une super école parce qu'on était en direct tous les jours, à côté d'un animateur qui peut faire tout et n'importe quoi en direct, donc ça m'a appris là pour le coup à réussir à retomber sur mes pattes, parce que tu peux lancer un truc, il se met à courir, et puis après il faut reprendre le fil du truc, donc le direct c'est la meilleure des écoles. Est-ce qu'il y a ce stress un peu de faut que je fasse gaffe parce que je peux dire un petit truc et ça peut être repris tout de suite, ou au contraire, moi je préfère le direct à l'enregistré. D'accord, ok. Parce qu'en enregistré, je pense qu'on a tous un truc inconscient qui nous dit c'est pas grave si on se foire, on va la refaire. Donc c'est pas la même énergie. Tout le monde est un peu dans ce truc de c'est pas grave, on peut corriger si jamais. Alors qu'en direct, faut que ça trace. Après, moi, je me plante un jour sur deux, mais je suis le premier à rire de mes erreurs, donc ça me fait pas peur. Pour ta première chronique, donc Cyril Hanouna t'avait annoncé comme le transfert de l'année. Est-ce que toi, tu te voyais comme ça ou pas? Non, mais j'étais hyper heureux d'intégrer cette bande. J'étais pas le transfert de l'année, mais c'était génial. Puis moi qui étais un enfant qui a grandi en regardant Canal, je mettais un pied dans le groupe Canal, donc c'est un très bon souvenir, ce lancement de chaîne. Et comment c'était du coup de travailler dans cette émission qui était surtout de plus en plus regardée au fil des années? Est-ce que ça vous mettait un peu la pression de vous dire il y a de plus en plus de monde, donc il faut qu'on ficelle un peu mieux, que ça se passe bien, qu'il y ait moins de... Parce que tu as l'impression que ça a été ficelé quand les gens nous regardaient plus, parce que moi non. Hein. Pas forcément, mais non, on sait jamais dans vos têtes comment ça nous a pas c'était. mis de la pression, mais il y avait un truc qui était très bizarre, c'est quand l'émission a démarré, je crois que ça devait faire 300 000 téléspectateurs, et en moins de 6 mois, on s'est retrouvé à faire 1 million. Et donc c'était plutôt les réactions des gens dans la rue qui étaient d'un coup, mais j'ai pas vu le moment arriver. Donc ça c'est quelque chose qu'on s'est un peu pris dans la tronche et qui était, selon les personnalités,
difficile à gérer. C'était mon cas. Ouais, t'avais du mal quand on te reconnaissait dans la rue. Oui, enfin pas du tu- mal, parce que ça Non, fait mais partie ça fait du toujours métier. bizarre un peu, Mais comme ouais. effectivement on est tous les soirs chez les gens, mais que moi, une fois que j'ai fini mon boulot, je faisais des choses normales quand j'avais 23 ans à l'époque. Ouais. Donc j'allais quand même en boîte ou au resto. Et le fait que les gens se jettent, mais vraiment, hein, parce qu'ils avaient l'impression qu'on faisait partie de leur Ouais, de leur famille. famille, de leurs amis. Donc il n'y avait même pas le bonjour. Parfois tu es en train de parler avec quelqu'un, ils arrivent comme ça et ils se Ouais, barraient. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu troublé. Est-ce que ça t'a peut-être amené à te dire, hop, peut-être on va un peu ralentir ou en tout cas te dire un peu moins Au bout d'un ou- moment, oui, mais c'était surtout pour mes proches que c'était un peu Ouais. plus compliqué. Parce que t'as l'impression enfin, ils avaient l'impression que je leur appartenais plus, entre guillemets. Et que, effectivement, quand c'est des gens qui t'arrêtent dans la rue et qui calculent pas du tout, soit tes potes, soit ta famille, c'est pas hyper sympa pour eux. Comment est-ce que tu travaillais pour tes chroniques sur TPMP? Est-ce que tu travaillais seul? Est-ce que tu étais avec d'autres personnes qui t'aidaient à l'écriture? Comment c'était? Alors, au tout début, j'étais tout seul. Ok. Donc, je cherchais mes images tout seul. Enfin, c'est un monteur qui les montait, mais pour tout ce qui était la recherche d'images et l'écriture, j'étais seul. Donc, j'arrivais au bureau à 6h30 le matin. C'était des grosses journées. Et au fil du temps, le max, c'était, on était 3 à préparer la chronique. Et est-ce qu'il fallait que tu fasses valider ta chronique d'abord n- avant de la présenter ou non, t'étais Non, pas j'ai obligé toujours eu une liberté totale sur les sujets que je voulais traiter, et, ce qui était le cas aussi pour les autres chroniqueurs qui faisaient des chroniques humour. On nous faisait confiance. Et ça, c'est un vrai luxe. Oui, parce qu'on pourrait se dire que, Ouais. en plus quand c'est du direct, que, faut Ouais, que non, tout soit franchement, vraiment bien validé. Non, que non, ça- non, ce qu'on validait, c'est ce qu'il y a quand il y a des effets de lumière ou des Oui. sons qui doivent partir, mais sur le contenu même, jamais, jamais. Au bout de la 3e saison, donc de ta 3e saison à Tout pas à mon poste, tu avais été approché pour rejoindre la bande de C'est à vous. Oui. Qu'est-ce qui a penché dans la balance pour que tu restes à TPMP à ce moment-là? Mais en fait, moi, j'avais très envie d'y aller, parce que c'est une émission que je regardais et que j'aimais beaucoup. Et puis, j'ai pas envie, moi, il y a le truc qui me fait marcher, c'est il faut que je continue à m'amuser et à amuser les autres. À partir du moment où je sens que je prends moins de plaisir ou que les gens pour qui je le fais, que ce soit le public ou les chroniqueurs, se marrent moins ou se lassent, je me dis que c'est peut-être le moment de se réinventer ou de faire autre chose. Et je trouvais que ça coïncidait bien à ce moment-là. Sauf que Cyril en a eu vent et il a réussi à me retenir juste en me disant « bah non, tu vas pas partir ». Et j'ai dit « bon, bah d'accord, je reste ». C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais pas un as de la négociation, hein. J'étais… voilà. Ça s'est vraiment passé comme ça. Au fur et à mesure, de toute façon. Oui, ouais, je confirme. Donc en 2016, tu as quitté TPMP. Qu'est-ce qui t'a donné cette année-là, pour le coup, l'envie de partir de l'émission? Il y avait une lassitude que je ressentais. Ouais. J'étais plus tout à fait en phase avec la ligne éditoriale de l'émission, avec l'ambiance aussi, et que ça avait changé. C'était plus l'émission, je me reconnaissais plus dans ce que j'avais pu connaître au début. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais partir, mais je partais sans savoir ce que j'allais faire après. Ouais. Donc ça aurait été plus confortable pour moi de me dire, bah, je vais continuer, je vais toucher mon salaire et puis faire comme si j'étais toujours d'accord avec tout ce qui se passe. Mais il y a des moments où dans la vie, il faut savoir s'écouter et je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce que c'était au moment où il commençait un peu à parler politique. Hein, Ouais. Et Oui. Et puis il y avait pas mal de polémiques aussi autour de l'émission. Et bon, moi, c'était plus mon délire. Et est-ce que tu trouves que, du coup, ton après-TPMP, jusqu'à maintenant, est-ce que parfois on te colle un peu cette mauvaise étiquette? Est-ce que tu as un peu l'impression que d'avoir fait TPMP, ça peut parfois te desservir? Non. Ou pas forcément? Non, mais après, je pense qu'on est 3 à pas souffrir de ça. Donc c'est Camille, Combal, Jean-Luc Lemoyne et moi. Parce que nous, on n'était pas dans le rôle de chroniqueurs qui donnent leur avis sur les uns les autres. On venait, on entrait, on faisait notre chronique et on sortait. Donc on n'a jamais été trop associés aux polémiques qu'il y a pu y avoir autour de l'émission, ce qui est quand même bien confortable. Et comment tu vois l'évolution actuelle du programme? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout regardé la nouvelle version sur W9. Donc, j'ai vu des extraits passer sur Instagram, donc j'ai l'impression que c'est la même chose. Mais j'ai pas du tout regardé. Et est-ce que tu es encore en contact avec certains de la bande de TPMP? Ouais, avec Jean-Luc Lemoyne, Camille, Thierry Moreau et Julien Courbet. Et Christophe Carrière. Ça fait quand même pas mal de monde. Avec Camille, en plus, ce qui était, on va dire, marrant avec des guillemets, c'est qu'on pensait
à l'époque qu'il y avait vraiment une rivalité Ah non, entre vous deux. Parfois, c'est un peu ce que les gens pouvaient comprendre Non, non, quand vous mettez en opposition. non, ça c'est les gens qui le faisaient, mais Ouais, nous, on ouais. était les premiers à s'en amuser. On mettait ce truc-là en scène, mais il n'y a jamais eu de compète entre nous. Jamais, jamais. Bah, sinon, on n'aurait pas duré aussi longtemps Ouais. dans l'émission. Non, 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 non. C'est rare, mais j'ai la chance d'avoir travaillé pour 2 émissions de bande, donc TPMP, c'est à vous, où on ne se tire pas dans les pattes. On a fini avec TPMP et on va continuer d'avancer dans ta carrière. Cette 3e date maintenant, c'est le 27 septembre 2016. C'est la première d'OFNI. Exactement. Et bah première question, parce que alors du coup, OFNI, c'était une émission que tu présentais. Oui. Tu es passé animateur cette fois. Comment ça fait de passer du coup de chroniqueur à animateur où tu tiens du coup ton émission? Mais c'est pas du tout le même exercice. Là, en plus, la première était en direct, donc on avait fait 2 heures de direct. Et j'étais vraiment seul. Enfin, j'avais 2 personnes qui entraient, qui sortaient, mais je portais quasiment tout. C'est-à-dire que j'interviewais les invités, mais je faisais aussi des sketchs. Je sais pas pourquoi, mais je me retrouvais à tout faire. Ce qui, avec du recul, était peut-être une connerie. Mais je me suis éclaté comme un dingue à animer cette émission. C'était vraiment, c'est un super, super souvenir. Et tu disais tout à l'heure que quand tu es parti de TPMP, tu n'avais pas de plan Non. tout de suite quand tu partais pas pour aller ailleurs. Donc comment ça s'est fait, ton arrivée du coup sur déjà un nouveau groupe et pour présenter cette émission? Et alors ça s'est fait en 2 temps. D'abord, il y a 2 producteurs, Jérôme Revon et Stéphane Gâteau, qui ont une boîte qui s'appelle R&G, qui a produit le Burger Quiz depuis. Je connaissais Jérôme parce qu'il est réalisateur et il réalisait souvent TPMP, donc on se connaissait de là-bas. Et quelques temps après mon départ, il m'a contacté en me disant mais ce serait con que tu fasses plus rien, on va réfléchir à quelque chose. Donc on a d'abord pensé l'émission et ensuite on est allé le proposer à différents diffuseurs et c'est W9 qui a été séduite. Ok. Et ça te faisait pas peur Non, de ah non. passer animateur? Non, non, pas du tout. Ah non, c'était hyper stimulant pareil, de devoir créer un truc. On partait d'une page blanche et de découvrir une fonction que j'avais pas trop faite jusqu'ici. Vraiment, j'en garde un super souvenir, mais ça fait 10 ans déjà. Ça passe très vite. T'étais souvent comparé du coup à Yann Barthès dans le PAF. Donc déjà quand t'étais sur TPMP et du coup forcément quand tu présentais OFNI, est-ce que c'est quelque chose qui était flatteur pour toi ou au contraire tu te disais après moi je suis Bertrand Chameroy et c'est Yann Barthès? Non, mais après je peux comprendre qu'on ait fait la comparaison, mais bon. Après, il en faut peu aux gens pour faire des comparaisons. C'est-à-dire, tiens, il y en a 2 qui portent des costumes cravates et qui font des blagues sur des images de politique. Donc, c'est la même chose. Alors que c'était pas exactement ça. Mais Yann, et il le sait, fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et il a vraiment apporté quelque chose à la télé dans le décryptage des images politiques, de la com politique. Et je l'ai côtoyé quand j'étais en stage au Grand Journal, donc c'est toute admiration que j'ai pour lui. Mais je pense qu'on fait pas exactement la même chose. En tout cas, lui, il y a des choses qui fait que je suis incapable de faire, et inversement. Et est-ce que la peur de l'erreur quand on est animateur, elle est un peu plus grande que quand on est chroniqueur? C'est pas tant sur les erreurs, mais par exemple, une émission, si elle marche pas quand tu es juste chroniqueur dedans, c'est pas toi qui te prends les articles de presse dans la tronche. Quand tu es animateur, c'est toi. Donc que ce soit bien, pas bien, c'est tout toi. Mais après, oui, sur les erreurs, effectivement, faut faire plus attention. Oui, parce qu'il y a un rôle qui est quand même plus important. Après 1 an de diffusion, du coup, l'émission s'est arrêtée pour faute d'audience. Comment est-ce que tu l'as vécu? Sur le moment, hyper mal. Ouais. Très mal. Parce que moi, j'y croyais en cette émission. Au début, ça marchait bien. Et puis après, il y a eu des interruptions de diffusion. Quand on essaie d'installer un rendez-vous, c'est pas la meilleure des choses à faire. Et puis, l'émission a fini par être basculée le dimanche à 20h50. Donc en face, on avait les gros films de TF1 et France 2, le foot sur Canal. Donc autant te dire qu'on prépare une émission pour ma mère et ses potes. Et donc ça s'est arrêté évidemment puisque ça marchait plus. C'est pas grave, c'est le jeu de la télé. On va pas continuer si ça ne fonctionne pas. Et l'émission n'a pas rencontré son public, comme on dit. Mais donc oui, mais je l'ai mal vécu parce que il y avait des choses à corriger dans l'émission, mais on mettait tellement d'énergie à la faire et puis moi je m'éclatais. Je suis sûr qu'on aurait pu arriver à en faire quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, juste pour revenir du coup sur cet arrêt, est-ce que tu as eu peur que ça joue un peu dans ta défaveur pour la suite de ta carrière ou non? Parce qu'en vrai, ça arrive à tout le monde aussi. Enfin, ça peut arriver en télé. Non, si, ça m'a collé un peu une étiquette de chat noir. Il a fait une émission, ça marche pas, donc c'est à ce moment-là où tu as ton téléphone qui sonne quand même beaucoup moins. J'avoue qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, il va vraiment falloir réfléchir à autre chose parce que j'étais pas sûr qu'on me rappelle pour faire quoi que ce soit. Et comme je suis pas du genre à aller toquer aux portes,
Ouais, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions à ce moment-là. Et du coup, après l'arrêt de l'émission, tu reviens sur Touche pas à mon poste pour quelques numéros. Pourquoi est-ce que tu avais décidé C'est de vraiment la revenir? pire idée de ma vie. J'étais avec... entre-temps, j'avais fait de la radio, j'avais fait 1 an avec Daphné Burki sur Europe 1. Et mes producteurs d'OFNI, qui connaissaient bien Cyril leur a dit j'aimerais bien qu'ils reviennent pour faire ce qu'ils faisaient avant. J'avais dit bien, ça n'a pas de sens. Je suis parti parce que j'étais plus à l'aise, c'est pas pour revenir. Ouais. Enfin bon, et ils ont réussi à me convaincre. Et donc je me suis retrouvé à faire 4 jours la météo. C'était vraiment, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. 3 C'était petits points. ouais, et de moi-même. Hein, on a fait 1 semaine. À la fin de la semaine, j'ai dit non, on va arrêter la casse tout de suite. Déjà, j'y retournais pas dans le meilleur des moods. Et en plus avec un concept qui était pas du tout adapté à ce qu'était devenu l'émission. Donc ça n'avait, voilà, c'était une mauvaise idée. Ouais. Comme il peut y en avoir plein, c'est pas grave. Exactement. Après, du coup, donc, de 2018 à 2020, on te voit plus à la télé. Oui, le ventre mou du CV. Ouais. Où étais-tu passé, Bertrand Leroy? J'étais chez moi en pyjama, voilà, avec un téléphone qui ne sonne pas. Donc je faisais rien. J'étais au chômage et je cherchais à continuer à faire des trucs, mais ça se bousculait pas. Est-ce que tu avais envisagé un changement de carrière radical? Oui, mais sans savoir quoi, donc c'est ça le problème. Je me disais, je vais peut-être écrire un livre ou je vais peut-être écrire un spectacle et monter sur scène, je sais pas. J'ai tout envisagé et j'allais dire heureusement, mais c'est pas approprié, il y a eu le confinement qui m'a permis de me mettre un coup de pied au cul. En me disant là, il y a toute la France sous cloche, il y a le télétravail qui arrive, toutes les habitudes changent, t'as pas de boulot, qu'est-ce que tu vas faire quand on va sortir de là? Donc là, ce que tu vas faire, puisque tu n'as rien d'autre à faire de tes journées, tu vas créer des contenus pour ton Instagram, puisque les gens sont chez eux, donc ils vont regarder, et faire ce que tu n'as jamais osé faire jusqu'ici, c'est-à-dire à contacter des gens en disant « Salut, j'existe toujours et je cherche du travail, si ça vous intéresse ». Et c'est comme ça que je suis retourné sur Europe 1. Ils cherchaient quelqu'un pour venir faire des billets dans l'émission de Philippe Vandel. Ok, oui. Que je connaissais de l'époque de TPMP. De TPMP, ouais. Et d'ailleurs, pendant cette période, j'avais lu que tu disais donc, que tu touchais même 400 €. Oui. Que tu écrivais des chroniques sexo pour un magazine papier. Oui. Mais ce qui est, pour le coup, c'est très honnête de ta part, en vrai, de dévoiler tout ça. Parce que c'est vrai que on sait jamais, enfin les gens en télé quand parfois ils... Ah oui. Tu vois, ça marche pas. Non, mais après, forcément, je pourrais faire du et puis, fait de la storytelling bandit, et dire que ouais. je suis parti faire une retraite spirituelle dans un pays lointain, mais la vérité, c'est que j'étais vraiment en pyjama chez moi à écrire des chroniques sexo pour un magazine hebdomadaire. Mais c'était amusant, hein. Mais je pense qu'à cette période-là, j'aurais tout accepté. Enfin, pas tout, puisque j'ai refusé d'être voix off d'une émission de télé-réalité. Pour le coup, j'aurais pu dire oui parce que c'était très bien payé, mais je me disais, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Bah non, donc te force pas. Oui, donc je l'ai pas fait. Tu es quand même accroché à ton idée de base, toi, où tu voulais travailler, il pas faut forcément dévier. Ouais, il faut essayer de pour, pas se disperser, parce qu'on a vite Ouais. fait d'être ébloui pour de mauvaises raisons. On continue dans ta carrière. Après ça, si je te dis septembre 2021. C'est à vous? Exactement. C'est ta présence à la quotidienne de C'est à vous, avec ta chronique du coup de l'ABC maintenant. Et alors déjà, du coup, dans une interview en 2015, tu disais que tu voulais évoluer peut-être plus tard, pour même après TPMP, dans un univers qui était un peu moins déconnant, plus une émission d'actu. Est-ce que du coup, c'est finalement mission réussie avec C'est à vous? Je me sens hyper bien à C'est à vous, parce que voilà, moi, ma matière, c'est l'actu, j'en fais des vannes et des magnétos pour déconner, mais je le fais dans une émission qui s'adresse à un public qui est en demande d'actu. Donc j'ai pas à resituer les références, à tout expliquer, puisqu'on en a parlé dans la première partie. Et ça me permet aussi parfois de faire mes chroniques sur mes têtes de turc face à elles, et ça c'est c'est ce que je préfère. Non, t'as jamais eu peur de le faire? J'avoue que la fois où on m'a dit que j'allais faire ma chronique sur Macron face à Macron, j'en menais pas large. Vraiment pas. J'avais les mains, mais vraiment comme ça, et on le voyait à l'antenne, mais ça s'était très bien passé. Mais je flippais. Et comment du coup t'as intégré la bande de C'est à vous? Alors, si je dis pas de bêtises, au bout d'une semaine de chronique sur Europe 1, Ouais. y a Pierre-Antoine Capton, qui est donc le patron du groupe qui produit de la société. Enfin, c'est notre patron, c'est le patron de Media One, qui m'a envoyé un petit texto en me disant « Salut Bertrand, est-ce qu'on reprendrait pas la discussion qu'on avait entamée il y a 7 ans
quand il avait une première fois tenté Ouais. de me faire venir, et je lui ai répondu dans la seconde. L'après-midi, j'étais dans son bureau, et le vendredi, je faisais ma première. Ah oui, On n'a pas très perdu de vite, temps. ouais. Et je connaissais personne de l'équipe, personnellement, mais j'ai été tout de suite hyper bien accueilli. Donc ça a tout de suite très bien fonctionné, que ce soit avec l'équipe qu'on voit à l'antenne ou la rédac. Et est-ce que du coup, parce qu'après les 2 ans, du coup, on ne te voyait plus à la télé, du coup, ton premier retour avec Europe 1 et maintenant le retour avec C'est à vous, est-ce que ça t'a permis de reprendre un peu confiance dans ton travail en te disant, bon, j'ai ce temps d'arrêt, mais au final, c'est en train de se Mais relancer, la machine se relance. c'est bizarre parce que j'ai pas spécialement confiance en moi, mais j'ai jamais perdu confiance sur mon travail. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des aventures qui se sont arrêtées, ou quand il y a eu ces 2 ans où je faisais plus rien, le truc qui me faisait tenir, c'était de me dire, t'es pas allé au bout, il reste des trucs à faire. Et il faut juste être patient, mais ça va arriver. Et continuer à bosser et se mettre la pression pour faire les choses du mieux possible. Donc non, j'ai pas trop perdu confiance. En ayant mûri du coup, depuis tes débuts en 2008, Oui. est-ce que ta vision de la télé et de ton travail a changé? La télé en elle-même a changé, ça c'est sûr. La vision que j'ai de la télé, forcément, parce que j'en ai découvert les coulisses qui sont pas toujours très belles à voir. Donc oui, mais la télé, je la regarde tellement pour préparer la chronique que je la regarde plus après. Je regarde principalement les plateformes, mais je regarde plus trop la télé classique, entre guillemets. Ouais, la télé a quand même vachement changé en 10 ans. Et est-ce que tu arrives à prendre plus de distance avec la télé, le fait d'être une personnalité publique, du coup, les gens que tu peux croiser dans la rue? Oui, ça, Compliqué au début, non, du coup. mais ça, c'est aussi une question d'âge et de maturité. À 23 ans, c'était un peu violent. Là, aujourd'hui, j'ai compris que ça allait avec. Donc, déjà, j'ai pas à m'en plaindre. Et puis, quand on m'arrête dans la rue, c'est quand même généralement pour me dire qu'on aime bien ce que je fais. Donc, ça serait malvenu de m'en plaindre. Mais non, j'ai pris du recul. Par rapport à ça, par rapport aux critiques aussi, parce qu'à mes débuts, je regardais tout le temps les réseaux sociaux pour voir est-ce qu'on valide ce que je fais, est-ce qu'on valide mon travail, évidemment, les 3/4 du temps. Les commentaires, c'est plutôt haineux, mais depuis que je suis plus sur Twitter, ça fait un bien Ça va fou. mieux. Ouh là oui. Et tu as fait aussi tes premiers pas à la radio. Oui. Il y a eu Europe 1, il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu France Inter aussi. Oui, Si là, dis je suis pas de sur France bêtises, Inter. France Inter, ouais. Comment est-ce qu'on travaille à la radio et comment on travaille à la télé? Parce que j'imagine que ça va être différent. C'est totalement différent et c'est complémentaire, mais c'est pour ça que j'aime bien avoir les deux. La radio, il y a quelque chose de plus spontané parce que déjà, dans le studio, que ce soit les journalistes, les animateurs, les chroniqueurs, les invités, on n'est pas maquillés, on est avec nos têtes du matin, nos fringues de chez nous. Ouais. Donc ça amène une espèce de naturel qu'il y a peut-être moins à la télé parce que on est avec plein d'éclairage, dans un décor, donc c'est pas la même chose. Rentrer un peu dans un personnage Voilà. en soi à la télé. Et à la radio, ce qui est formidable, c'est que même si aujourd'hui les émissions sont filmées, ça reste un média d'écoute. Et en un son, tu peux embarquer l'auditeur. Tu vois, tu mets un bruit de vague, je fais croire que je suis à la mer, ce qui est plus compliqué à faire à la télé. Et t'aimes autant travailler et à la radio et à la télé ou t'as quand même une petite préférence pour l'un des deux? Moi, je suis un enfant de la télé et j'ai plus fait de télé que de radio, mais la radio me manquait. Et je trouve vraiment que c'est complémentaire les deux parce que j'ai une autre façon de travailler pour la radio, mais qui m'aide dans ce que je peux faire à la télé et inversement. Pour continuer sur la radio, en juin 2021, Oui. donc tu étais sur l'émission Europe Matin et tu as été licencié après une chronique autour du coup d'un rapprochement entre Europe 1 et CNews. Comment est-ce qu'en termes de liberté, parce que c'est un peu comme une censure, comment est-ce qu'on le vit Alors, est-ce que déjà tu l'as peut-être pris comme une censure ou peut-être pas du tout? Non, mais déjà, j'ai pas été licencié. Ce qui s'est passé, c'est que, donc oui, on savait que Bolloré allait racheter la station et que voilà, tout le monde commençait à s'inquiéter des changements éditoriaux qui pourraient survenir. Et bon, la suite nous donnait raison quand on voit ce que c'est aujourd'hui. Et je me suis dit, voilà, il y avait des salariés en grève pour protester contre ça. Moi, je voulais les soutenir et j'avais fait un papier là-dessus. C'était des métaphores. À aucun moment, je citais son nom, mais bon, c'était très clair. Mais je trouve que avec l'humour et l'ironie, on peut faire parfois passer les messages plus directement qu'en étant frontal. Et suite à ça, forcément, il y a eu des papiers, il y a eu de la reprise, et on a discuté avec la direction de l'époque, avec qui je m'entendais très bien. Et on en est arrivé à la conclusion que effectivement, ce que je raconte risquait de se produire et que du coup, on n'était plus en phase éditorialement.
Donc je préfère partir. Mais il n'y a pas eu de censure. Et pour le coup, ce papier avait été relu avant d'être fait à l'antenne. Donc tout le monde était au courant de ce que j'allais raconter. Et alors, en ce moment, on parle donc dans le milieu des médias beaucoup de rachats de groupes médias par des milliardaires et ou des personnes d'extrême droite. C'est quoi, toi, un peu ton regard sur tout ça? C'est inquiétant, c'est inquiétant. Alors après, je sais ce qu'on répond généralement à ça, c'est ben oui, mais il y a bien des médias, des journaux avec des colorations politiques plus à gauche, donc c'est normal qu'il y en ait qui penchent à droite, voire très à droite. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, ça s'appelle la pluralité des médias, le pluralisme. Mais il y a une différence entre journalisme et opinion. Et je considère que certains médias du groupe du monsieur Breton dont on parlait tout à l'heure sont plus des médias d'opinion que des médias informatifs. Ça fonctionne, ils ont leur public, ça cartonne même. Mais je considère que véhiculer de fausses informations et dérouler le tapis rouge à l'extrême droite et ses copains tous les jours à longueur d'antenne, c'est pas du journalisme à mes yeux. Avant de clôturer ce 4e chapitre de ta carrière, du coup, pour faire un peu le lien encore avec du coup, le moment où on ne te voyait plus trop, et là, donc, tu es à la télé, tu es à la radio, il me semble qu'on t'avait proposé Danse avec les stars aussi. Oui. Est-ce que ça te fait un peu sourire, du coup, quand tu vois que maintenant, tu es beaucoup demandé? Non, ça me fait pas. Mais ça va avec. C'est comme ça à la télé, hein. Et puis même dans la vie en général. Hein. Non, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont recontacté récemment. J'ai dit, c'est couillon. Hein, maintenant, je fais de la radio, de la télé. Vraiment le même texto au moment où j'étais au chômage, on aurait pu s'entendre. Ouais. Mais là, non. Donc oui, ça m'amuse un peu. Mais je suis pas rancunier. Du coup, dernière date pour clôturer cette interview, si je te dis mars 2025, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est mon retour dans C'est à vous après 3 semaines d'absence. Parce que pour refaire un peu, en janvier 2025, on ne te voit plus pendant un moment autour de la table du coup de C'est à vous. Tu disais que tu souffrais d'une grosse grippe à ce moment-là, et c'est que quelques mois après que tu vas révéler que tu souffrais d'une dépression. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à en parler publiquement donc des mois après? 2 choses. La première, c'était de me dire, je vois pas pourquoi je devrais avoir honte d'avoir traversé ça. C'est pas une honte, c'est pas grave et ça arrive à plein de gens. Et c'est surtout ça touche plein de gens. Autant que ma notoriété, entre guillemets, puisse servir à quelque chose. Donc moi, ça m'a soulagé de le dire. Et quand j'ai vu les messages que j'ai reçus par la suite de gens qui connaissent ça aussi, mais je me suis dit que j'avais bien fait de le faire. Et j'ai reçu des messages même de confrères qui sont passés par là, d'anonymes qui en souffrent aujourd'hui, d'autres qui en sont revenus, et donc ça a permis de créer une espèce de, on dit souvent la libération de la parole, et c'est bien qu'elle atteigne aussi maintenant le sujet de la santé mentale. Nous, sur Melty, on essaye aussi de sensibiliser beaucoup, parce que c'est beaucoup les jeunes qui nous suivent, donc de sensibiliser sur ce sujet-là, en essayant de montrer que, un peu comme tu l'as fait, il faut aussi parfois arriver à trouver le courage d'en parler, parce qu'évidemment, c'est pas facile. Après, chacun fait comme il veut. Oui, moi, je l'ai fait évidemment. parce que je le sentais, il n'y a pas d'injonction, d'obligation à en parler, mais en tout cas, il faut plus que ce soit tabou. Ça lève Voilà. ma question, est-ce que tu trouves que c'est encore un sujet Ça qui est l'est, trop tabou? oui, ça l'est aujourd'hui encore parce que c'est sûr qu'on vit, et alors surtout dans le métier qui est le mien, mais même la société dans laquelle on évolue, on doit montrer toujours que tout va bien, qu'on fonce, qu'on est successful et tout ça, et le problème c'est que si au même moment tu es rongé de l'intérieur et que tu continues à faire semblant, au bout d'un moment on se consume, et c'est la pire des choses. Et après, je considère que les personnes anonymes ou pas, qui prennent la parole sur ce sujet, quand elles se font tacler, parce que moi c'est arrivé, le ouin-ouin, comment on peut se plaindre quand on fait de la télé, mais ça n'a rien à voir, et ça peut toucher vraiment tous les corps de métier, toutes les personnes, donc c'est très bien que ce verrou saute. Dernière question sur cet épisode. T'as trouvé quelles ressources, toi, pour aller mieux? Qu'est-ce qui t'a aidé? Ce qui m'a aidé, c'est de parler à des spécialistes, des psys, des médecins, de faire du sport, de faire de la lecture, et d'essayer de s'offrir des moments hors du travail, et de ne pas faire que c'est ce que j'avais tendance à faire, c'est de me noyer dans le travail pour ne pas regarder mes problèmes en face. Mais le principal truc qui m'a aidé, c'est effectivement d'en parler à des pros. Et pour conclure sur donc ce format 5 dates, donc 16 ans après tes débuts à la télévision, quel regard, Bertrand Chameroy, tu portes sur ton parcours? Il est
pique, mais je regrette rien de ce que j'ai pu faire depuis le début. Je suis rarement fier de moi, mais je suis fier d'avoir gardé la patience. Qui m'a permis d'aujourd'hui en être là où je suis, je pense, ne pas avoir trahi mes valeurs et ce qui m'a donné envie de faire ce métier, raison pour lesquelles j'ai arrêté des aventures à des moments parce que je me sentais plus en phase avec, et aussi que ça m'a appris que les échecs, c'est pas bien grave, parce que ça permet quand même, vraiment une phrase très bisounours ce que je dis, mais les échecs, ça permet toujours enfin, il faut les transformer et on en tirera toujours quelque chose. Faut pas s'arrêter aux échecs. Et dernière question, est-ce que tu as un dernier message à faire passer, et notamment par exemple pour les jeunes ou les personnes qui voudraient travailler dans ces métiers d'image? Assurez-vous de le faire pour les bonnes raisons, parce que vouloir faire des selfies et avoir je sais pas combien d'abonnés sur Insta, c'est pas une motivation qui doit vous donner envie de faire ce métier, et que pour y arriver, il y a qu'un truc. Alors là, c'est vraiment une phrase de vieux daron que je vais dire, il faut bosser. Eh ben, merci beaucoup Bertrand Chameroy Avec pour ces plaisir. 5 dates. Et puis on se retrouve bientôt sur Melty pour d'autres interviews et d'autres formats. Au revoir! Salut!